Bienvenue dans ce nouveau numéro de Laïcidad, le podcast de l'Union des familles laïques. L'école est un sujet de réflexion et parfois même de préoccupation pour toutes les familles. Chacune souhaite que ses enfants bénéficient d'une instruction de qualité dans un environnement adapté à leurs besoins et à leur bien-être. Pendant longtemps, institution respectée, l'école de la République a semblé répondre, malgré de nombreux soubresauts, à ces attentes légitimes. Aujourd'hui, cependant, nous nous interrogeons. L'école est-elle toujours le creuset de la nation ? Chaque enfant a-t-il les mêmes chances qu'un autre ? Et si on pouvait espérer une école qui réponde à chacun selon ses besoins, il apparaît plutôt que nous sommes confrontés aujourd'hui à un système où chacun souhaite être servi selon ses moyens. L'école se retrouve donc, une fois encore, face au défi de la mixité sociale. Pour comprendre les enjeux auxquels la République est confrontée en matière d'éducation, Laïcidad, l'émission en balado-diffusion de l'Union des familles laïques, reçoit aujourd'hui Rémi-Charles Sirvent, syndicaliste et secrétaire général du Comité national d'action laïque. Il est l'auteur d'une tribune publiée par l'hebdomadaire Marianne il y a quelques semaines, Imposer la mixité sociale et scolaire pour faire nation à travers l'école. Et Pierre Ouzoulias, le sénateur des Hauts-de-Seine, très en pointe sur la question de l'école, il a déposé une proposition de loi au Sénat le 3 avril dernier. Elle envisage de faire varier les dotations des établissements privés sous contrat en les conditionnant à la composition sociale des établissements. Bonjour. Bonjour. Question à tous les deux, l'un après l'autre. En matière scolaire, la République assure-t-elle les conditions de l'égalité des chances et l'égalité des droits? Rémi-Charles Sirvent, commençons avec vous. Pour que l'école assume sa mission républicaine, il faut qu'elle suive le vade-mecum qui lui est donné par la Constitution, c'est-à-dire qu'il faut que l'école soit indivisible, laïque, démocratique et sociale. On se rend compte que des systèmes éducatifs parallèles sont pourtant financés tous les deux par la puissance publique à travers l'enseignement public et l'enseignement privé de notre côté. Ça aboutit à une division de la jeunesse qui est contraire à l'espérance républicaine. Aujourd'hui, des enfants sont canalisés dans des voies scolaires différentes, essentiellement en fonction du rang réel ou supposé de leurs parents dans la société. On aboutit à avoir des jeunesses qui ne se connaissent pas. Je ne vous fais pas un dessin quand on risque que cela fait peser sur notre avenir démocratique. Indivisible laïque, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour dégager des espaces scolaires, mobiliser les connaissances disciplinaires vers 3 directions, agir, choisir, penser librement. Démocratique, puisque l'expérience de la citoyenneté doit pouvoir trouver son expression à travers l'école, c'est-à-dire, en d'autres termes, à quel moment est-ce que durant leur parcours scolaire, des élèves choisissent, sont co-responsables, alors je ne parle bien entendu pas des contenus d'enseignement, mais peuvent développer des projets où ils exercent leur citoyenneté. Et enfin, sociale, puisque la République est une république sociale, l'école doit l'être aussi. Nous, au CNAL, on avait travaillé longuement sur la question de l'argent à l'école, parce que c'est quand on est titulaire et enseignant dans la classe qu'on se rend compte de l'importance de l'argent dans l'éducation. On avait fait un sondage avec l'IFOP qui aboutissait à dire que pour la frange la plus favorisée de la population, l'école était gratuite, mais pour ceux qui étaient défavorisés, elle ne l'était pas. Donc, on a besoin de vivifier les 3 principes fondateurs de l'école républicaine, c'est-à-dire la gratuité, l'égalité du droit à l'éducation et bien sûr la laïcité. Sénateur Ouzoulias, c'est ce que vous pensez également, c'est ce qui vous a conduit à déposer ce projet de loi. Tout à fait. Moi, je vis ça avec mon expérience de sénateur des Hauts-de-Seine, un département dans lequel il y a sans doute les plus grands extrêmes entre le public et le privé. Dans les Hauts-de-Seine, les 20 collèges qui ont l'indice de position sociale le plus faible sont publics et les 20 collèges qui ont l'IPS le plus fort sont du privé. Dans un rapport de 1 à 2 entre Villeneuve-la-Garenne et
et Neuilly, le rapport est de 1 à 2. Dans ce département, mais dans beaucoup d'autres, et notamment dans les métropoles, un peu moins dans les départements ruraux, les pauvres vont dans des écoles de pauvres et les riches vont dans des écoles de riches. C'est la triste réalité d'une forme de séparatisme scolaire, de communautarisme scolaire, qui fait que la culture de l'entre-soi plonge les enfants des classes populaires dans une trappe sociale de laquelle ils auront beaucoup de difficultés à sortir pour rejoindre des lycées qui leur permettront ensuite d'accéder à l'enseignement supérieur. Donc il y a une forme d'assignation sociale des enfants qui commence très tôt, parfois même dès le primaire. Et ça, c'est complètement insupportable à notre esprit républicain qui, vous l'avez parfaitement dit, oblige à l'égalité des droits. Et l'égalité des droits réels, c'est permettre à chaque enfant d'avoir les instruments de sa propre émancipation par l'école. Alors, pour poursuivre votre propos, il y a quelques jours, le mot de séparatisme a été prononcé. Il y aurait donc plusieurs jeunesses, celle des villes, celle des champs, celle venant de milieux favorisés et celle condamnée par son hérédité sociale. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, dans le département des Hauts-de-Seine, ce séparatisme scolaire, il est la conséquence, mais pas seulement, hein, mais il est d'abord la conséquence d'un séparatisme territorial du logement. Il y a des communes, moi je suis l'élu de Bagneux, dans lesquelles il n'y a plus de mixité sociale possible, parce que le département des Hauts-de-Seine, depuis 20 ou 30 ans, a constitué des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. Donc après, que dans ces communes populaires dans lesquelles la population se sent complètement exclue d'un certain nombre de droits garantis par la Constitution, se réfugie dans des formes de communautarisme religieux, pourquoi ça étonne ? Pourquoi ça étonne? Quand la République est incapable de garantir le contrat républicain et notamment l'égalité des droits, les gens vont voir ailleurs et ils se tournent vers ce qui est le plus proche, c'est-à-dire un communautarisme religieux. Donc la façon de combattre le communautarisme religieux, ce qui doit être quand même un objectif commun, passe aussi par le renforcement de la mixité sociale. Or, je vois que aujourd'hui, à droite notamment, ceux qui se disent les plus grands défenseurs de la laïcité, c'est ceux qui aujourd'hui, là maintenant, défendent mordicus l'école privée en lui laissant la possibilité de choisir ses élèves, mais avec un financement public, parce que l'école libre, elle est libre de dépenser comme elle veut l'argent public. Alors, Rémi-Charles Sirvent, sur ce point précis de la collaboration de l'enseignement public au service public de l'enseignement privé, au service public de l'enseignement. L'enseignement privé, il est financé à près de 75% par l'argent public. Alors, comment faire pour qu'aujourd'hui, il participe à l'effort de construction de l'esprit de la République? Est-ce qu'on peut lui demander, puisqu'il est financé par l'argent public? On peut lui demander, mais il ne voudra pas. Il voudra pas. Un des principes actuels de l'enseignement privé, à l'instar du slogan de mai 68, c'est de jouir sans entrave d'une situation ultra privilégiée qui lui permet de choisir ses élèves. C'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que la liberté d'enseignement est un principe que nous respectons. Pour autant, aujourd'hui, la liberté d'enseignement n'est pas celle des familles de choisir leur établissement, mais la liberté par des établissements de choisir les familles, notamment les familles dont les élèves ont la réussite scolaire en héritage parce qu'elles possèdent un capital culturel. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce que l'argent public finance aujourd'hui. Voilà comment ça. Alors nous, au CNAL, on a demandé à plusieurs reprises à la Cour des comptes de faire l'évaluation du coût de cette politique publique, parce que rares sont les politiques publiques qui existent depuis 60 ans, qui coûtent des milliards à la nation, mais qui n'ont jamais été évaluées. Donc, on a demandé à la Cour des comptes de faire une évaluation du financement public, du montant global, du financement public de l'enseignement privé, en incluant le financement de l'État. C'est une ligne du budget, c'est facile.
Les financements des collectivités, beaucoup plus opaques. Mais aussi le manque à gagner budgétaire lié à des dons à des fondations reconnues d'utilité publique à l'époque dans des conditions rocambolesques, mais qui ne financent que l'enseignement privé. Ce bilan-là, ce bilan chiffré, nous ne l'avons pas. La Cour des comptes ne nous a jamais répondu. Mais ça, c'est la première partie de ce qu'on a demandé. Une évaluation du combien ça coûte. Maintenant, on aimerait bien avoir une deuxième évaluation qui est quel est le service que rend à la nation cette politique? Quel est le bénéfice pour la nation de cet investissement où on se rend compte que l'État finance la concurrence à son propre service public d'éducation? Sur le premier volet, sur le deuxième, nous n'avons pas de réponse. Mais nous savons que cela finance un passage à gué social dont bénéficient les familles qui ne veulent pas voir dilapider le capital éducatif qu'ils ont investi dans leurs propres enfants. Ça peut se comprendre, que chaque famille veuille le meilleur pour leur enfant. Nous ne sommes pas ceux qui critiquons les familles, mais nous critiquons un système qui sépare artificiellement des élèves qui auraient pu se retrouver dans la joie d'apprendre. Alors, le ministre de l'Éducation nationale, sénateur Ouzoulias, avait un projet d'unifier le service public de l'enseignement, mais de façon relativement modeste quand même. Il semblerait, si j'en crois une tribune de François Dubé dans Le Monde, qu'ils viennent d'abandonner cette idée sous la pression d'un certain nombre de groupes, peut-être ceux dont vient de parler Rémi-Charles Sirvent. Alors, le ministre, lors d'un débat qui avait été organisé par le groupe socialiste au Sénat, avait eu des paroles fortes. C'était le 1er mars. Et il avait dit justement que on ne pouvait pas s'attaquer au problème de la mixité sociale sans faire participer l'enseignement privé. Nous pensions, naïvement peut-être, qu'il y avait là le cadre d'une action politique un peu plus volontariste. Et comme vous l'avez dit très justement, le lobby de l'école privée est monté tout de suite au créneau du château de l'Élysée, pour imposer que rien ne se passe, ce qu'il a obtenu. Et je suis très triste de voir que le ministre qui avait affiché des convictions sincères sur ce point-là a été obligé de reculer. Le petit paradoxe de l'histoire, c'est que la droite, qui a accusé ce ministre d'être un wokiste, etc., lui reproche aujourd'hui de s'attaquer à l'école privée. Or, la même droite a encensé pendant 5 ans M. Blanquer, qui n'a rien fait sur le problème de la mixité sociale. Donc là, il y a un problème de cohérence politique. Moi, j'avais un petit espoir que ce ministre, parce que je connais ses convictions, puisse avancer sur le sujet. Là, je vois que tout de suite, il a été complètement arrêté. Et aujourd'hui, sa capitulation en race campagne fait peine à voir. Je suis malheureux pour lui. Et Rémi-Charles Sirvent, ce recul du ministre de l'Éducation nationale sur un projet, somme toute, relativement modéré, quel est le regard que vous et les organisations dans lesquelles vous travaillez portent? Comme le disait Pierre Ouzoulias à l'instant, rares sont les ministres de l'Éducation qui ont voulu réunir les enfants. Réunir les enfants, quelle que soit leur ethnie, les ressources des parents, leur origine géographique en France, c'est vraiment c'est un projet ardu pour un ministre parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que des coups à prendre. Mais l'affirmation de la République est à ce prix. L'affirmation de la République est à ce prix. Face à ça, moi, je suis quand même particulièrement choqué de voir une organisation religieuse menacer l'État d'une violence symbolique qui s'appelle la guerre scolaire. Imaginerait-on une autre organisation, des représentants d'une autre religion menacer les pouvoirs publics d'une guerre scolaire ou non, sans réaction? Vraiment. Je pense que si c'était une autre religion, on aurait le ministre de l'Intérieur et un tas d'universalistes autoproclamés qui monteraient au créneau, mais là, rien. Et on s'aperçoit qu'au sommet de l'État, eh bien, on cède à cette habituelle menace de guerre scolaire. Cette menace de guerre scolaire, en fait, masque mal une guerre sociale qui est menée à l'encontre des enfants et des familles les plus défavorisées dans notre pays. Tout cela ne serait pas si grave si ça ne
faisait pas planer un risque majeur sur notre pacte républicain. Chaque enfant veut la réussite de son enfant. Chaque parent veut la réussite de son enfant, pardon. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est le hasard de la naissance, c'est-à-dire l'ancien régime, qui conditionne les trajectoires scolaires dans notre pays. Il faut que ça cesse. Et moi, je remercie quand même ce ministre d'avoir mené cette bataille culturelle qui était enterrée depuis si longtemps. C'est quelque chose qui, évidemment, n'est pas circonscrit. C'est un enjeu qui ne peut pas être circonscrit au seul ministère de l'Éducation nationale, mais qui doit faire l'objet d'un mouvement global dont l'école fait partie. Ça doit irriguer les programmes politiques des années à venir. Sinon, le pacte républicain est en danger. Alors justement, Pierre Ouzoulias, vous avez déposé un projet de loi le 3 avril dernier, je le disais tout à l'heure, qui veut attirer l'attention, parce qu'on reparlera de son efficacité réelle, un projet de loi qui vise à moduler les financements en fonction des résultats sur des critères de mixité sociale. Est-ce que vous pensez que d'abord votre projet de loi a des chances d'être adopté, et est-ce que vous pouvez nous décrire le mécanisme que vous aviez imaginé? Oui, alors bon, moi je suis toujours d'une grande naïveté. Je pensais qu'il y avait un principe de base dans notre République, c'est que il puisse pas y avoir d'argent public sans contrepartie. C'était une idée simple. Quand l'État donne de l'argent des contribuables, en retour, il espère qu'il y ait une forme de contrat qui soit respecté. Et j'ai découvert avec surprise que dans l'enseignement privé, il n'y avait pas de possibilité de contrepartie. C'est-à-dire que l'État, comme ça a été dit, finance à 73% l'enseignement privé, mais en retour, l'enseignement privé se laisse toute latitude, toute liberté d'utiliser cet argent comme il veut. Ça m'est insupportable. Et donc, par cette proposition de loi, j'ai introduit de façon très modeste, c'est un tout petit texte, ça fait 2 articles, la possibilité pour la puissance publique, l'État et les collectivités, de pouvoir moduler leur subventionnement en fonction d'un certain nombre de critères. C'est pas méchant, parce que si les établissements privés accueillent des élèves défavorisés pour renforcer leur mixité, leur financement est garanti. Ça vise surtout les établissements dont le modèle économique est de choisir les élèves qui peuvent réussir, ou plutôt les élèves dont la famille a réussi et peuvent payer leurs études, ce qui n'est pas toujours la même chose. Donc, la proposition de loi, elle est sur la table, elle est disponible. J'espère qu'il y aura un débat public. Le Sénat est en renouvellement bientôt. Les élections vont avoir lieu le 24 septembre. Donc, c'est un dossier que moi, j'espère pouvoir présenter dans l'hémicycle en séance publique à cet automne. Et on verra où sont les vrais défenseurs de la République et de la laïcité dans l'hémicycle du Sénat. Mais vous pensez être entendu? Non. Non, ce que j'ai entendu, c'est une levée de bouclier très forte de mes collègues à droite de façon unanime et parfois un peu à gauche avec certaines difficultés, avec toujours le même argument. Il faut absolument pas rouvrir la guerre scolaire. La réalité, on le sait, c'est que la guerre scolaire, elle s'est jamais arrêtée et aujourd'hui, c'est le public qui est en train de la perdre. Voilà. Si on continue comme ça, nous aurons 2 éducations, une éducation nationale de relégation pour les pauvres et une éducation privée sous contrat, largement financée par le public pour tous les autres. Ça, c'est le modèle anglo-saxon, et on voit très bien à quoi il conduit. Il conduit à une société partialisée, mais c'est plus la République. Rémi-Charles Servan, tout à l'heure, en vous présentant, je disais que vous étiez syndicaliste, vous vous occupez des questions de laïcité à l'UNSA, au syndicat de l'éducation. Et nous parlons des rapports entre le privé et le public, mais si on se focalise uniquement sur la question de l'enseignement public, on s'aperçoit qu'il souffre lui-même d'un certain nombre de problèmes, et que l'égalité que l'on dénie à l'enseignement privé, est-ce que ces problèmes d'égalité ne se retrouvent pas
au sein même de l'enseignement public, et cette faiblesse n'est-elle pas un des problèmes à résoudre d'abord? Je pense que on entend souvent ce discours de dire résolvons d'abord les problèmes dans l'enseignement public et les personnes qui seraient tentées de scolariser leurs enfants dans l'enseignement privé y reviendraient ou y viendraient tout court. C'est compter sans le rôle, la place de la réussite scolaire dans notre société. Aujourd'hui, dans notre société, obtenir un diplôme est un vade-mecum pour la vie. C'est particulièrement vrai en France. Donc, les parents qui lisent des histoires tous les soirs à leurs enfants, qui ont une bibliothèque bien garnie, qui les amène au cinéma, dans les musées, eh bien, ces parents-là ne veulent pas voir leur capital dilapidé dans les eaux boueuses de la mixité sociale. En d'autres termes, ce qui est présenté aujourd'hui, c'est un risque pour l'avenir de leur propre enfant. Je pense que c'est des débats qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. On sait bien que les élèves dans les établissements publics ou privés réussissent en fonction de leur origine sociale. Et on sait bien aussi que la mixité sociale n'est absolument pas un risque pour les enfants qui ont les codes scolaires. Par contre, c'est un atout pour les élèves qui ne les ont pas. On se rend compte que quand on favorise la mixité sociale, eh bien, le climat scolaire est apaisé. On se rend compte que quand on favorise la mixité sociale, des élèves qui n'ont pas de perspective d'orientation, avec le bénéfice de la fréquentation des autres, lèvent le nez et regardent des horizons qu'ils n'entrevoyaient pas jusque-là. Et puis surtout, on réunit dans la joie d'apprendre des élèves que tout sépare. Ça, c'est un projet républicain qui s'adresse à un pays qui a souffert pendant des siècles de guerre extérieure, de guerre intérieure, qui est habitué aux luttes au dedans et au dehors, et qui a trouvé à travers l'école un moyen de réunir, un moyen de trouver un lieu de fraternité. Il ne s'agit pas d'en rabattre sur les compétences scolaires, il s'agit de faire en sorte de poursuivre un idéal républicain. Mais pour répondre précisément à votre question, ça demande que les enseignants et les personnels d'éducation soient confortés dans leur mission. C'est un objet d'étude pour le CNAL, puisque nous prévoyons un colloque national le 15 juin à Montpellier qui prévoit ces aspects-là. C'est-à-dire qu'est-ce que les enseignants qui s'engagent dans l'enseignement public, les personnels d'éducation qui s'engagent sont suffisamment valorisés? Est-ce qu'ils ont tous les moyens pour assurer toute leur mission? Alors, je vais vous citer juste un exemple qui prendra 3 minutes. Dans le cadre d'un échange entre enseignants français et québécois, un enseignant québécois est venu enseigner dans une école près de chez moi, dans l'Aude, et cet enseignant, au bout d'une semaine de diagnostic des élèves, a demandé à la directrice que 3 élèves soient orientés vers un psychomotricien, 4 élèves vers un orthophoniste et 2 élèves vers un psychologue de l'éducation nationale, ce qui a provoqué un éclat de rire de la directrice de l'école française, qui lui a expliqué devant ses yeux vraiment ébahis que tout ça n'existait pas dans l'école publique. C'est-à-dire que finalement, on ne trouve pas les moyens pour rendre service à des enfants à l'âge où la réussite scolaire se joue, c'est-à-dire à l'âge de l'éducation maternelle et primaire. Voilà une des différences qu'on peut rencontrer entre notre système éducatif français et puis un système québécois qui on n'est pas sur une autre planète quand même. Mais ça demande un investissement de l'État pour venir en aide à des enfants qui à quelques moments donnés dans l'enfance n'ont pas les clés pour réussir. Il s'agirait d'avoir quelques outils supplémentaires pour débloquer le chemin de la réussite. Vous savez, dans notre pays, il y a des entraves qui se dressent sur le chemin de la réussite. Ça peut être la pauvreté, qui rend complètement sourd à tout. Ça peut être des questions de genre, qui préoccupent tellement les enfants qu'ils ne réussissent plus. Ça peut être des questions de handicap. Juste une incise. 96% des enfants du lycée-collège, c'est-à-dire porteurs de handicap en collège, sont scolarisés dans l'enseignement public, et 95% des élèves de SECPA qui rencontrent des difficultés scolaires ancrées et durables sont scolarisés dans l'enseignement public. Que fait l'enseignement privé pour eux? Pas grand-chose. On se rend compte qu'il est si facile aujourd'hui d'évacuer dans l'enseignement public des élèves porteurs de handicap, des élèves qui connaissent la pauvreté, des élèves qui ont des difficultés scolaires persistantes. Comment c'est possible qu'on arrive à un point de ségrégation tel que non seulement les élèves des milieux sociaux défavorisés mais handicapés rencontrant des difficultés soient évacués dans le public, au vu et au su de tout le monde, sans que la puissance publique réagisse à la hauteur
Donc là, c'est une injustice qui est faite à l'école publique. On a raison de demander beaucoup à l'école publique. L'école publique ne peut pas tout toute seule, parce qu'il faut aussi créer un environnement périscolaire pour envelopper la vie des enfants de tout un environnement éducatif avec des règles qui bénéficieront à l'école en contrepartie. Mais tout ça, c'est un projet de société. Ce n'est pas un projet d'école, c'est un projet de société qui doit se traduire par l'école, dont on peine à voir la réalisation aujourd'hui. Sénateur Ouzoulias, je pense que les paroles de Rémi-Charles Sirvent ont un écho avec votre propre réflexion. Comment soutenir l'enseignement public? Comment lui rendre un lustre passé? Je pense que la première chose, c'est de comprendre les enjeux politiques du débat actuel sur l'opposition entre le public et le privé. Il ne s'agit pas d'opposer des laïcs à des religieux. Quand les parents mettent leurs gamins dans des écoles catholiques, c'est pas un choix religieux, c'est un choix social. Donc le combat que nous menons, c'est pas un combat contre les religieux, c'est un combat contre le séparatisme de l'enseignement. Et il faut repolitiser ce débat parce que ce qui est au cœur de cette question, c'est le projet républicain. Et que l'école républicaine laïque, c'est le dernier rempart de la République. C'est une digue qui peut, encore une fois, être engloutie par une marée qui est bien connue, qui est celle qui a déferlé sur les pays anglo-saxons, avec un modèle qui n'est pas le nôtre. Si aujourd'hui nous abandonnons l'école publique, nous compromettons tout projet républicain. Et je crois que c'est très important de comprendre que à gauche comme à droite, parce qu'il reste quelques républicains à droite, l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu de société. Est-ce que nous acceptons que l'éducation devienne un marché comme les autres, que les établissements soient des petites entreprises qui se livrent une concurrence libre et non faussée selon la doxa et qui recrutent les enfants comme ils veulent. Si on se tourne vers ce projet de société, alors c'en est complètement fini de ce qui a été vraiment le cœur du modèle républicain depuis 1789, c'est-à-dire l'école laïque. Je crois me rappeler que c'est ce que disait Ferdinand Buisson, il disait quelque chose comme le premier devoir de l'école de la République, c'est de fabriquer des républicains. Exactement. Est-ce que vous pensez que ce projet est en voie d'abandon? Oui. Je réponds à ça. Oui, sénateur. C'est en voie d'abandon. Oui, moi je pense que cet objectif, ce projet un peu utopique républicain, aujourd'hui, il est en conflit très fort avec une autre vision de la société, qui est une vision très néolibérale, qui considère que finalement le marché peut tout résoudre et qu'il suffit de mettre tout le monde en concurrence avec tout le monde pour que les meilleurs sortent de cette concurrence. On sait très bien ce qu'il arrive dans ce type avec ce type de raisonnement, c'est encore une fois, c'est le système anglo-saxon où on a des sociétés complètement fracturées, complètement parcellisées. C'est plus tellement l'archipel républicain comme on l'a appelé. Là, c'est la nation transformée en confetti. Elle sera dispersée façon Pulse, pour reprendre une expression amusante. Donc je crois qu'il faut que le camp laïque se ressaisisse, comprenne vraiment la gravité des enjeux et se réunisse autour d'un projet républicain qui est le maintien de l'école tel que Ferdinand Buisson l'a voulu à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Rémi-Charles Sirvent, donc le marché comme moyen de gestion de l'éducation, ça ne marche pas. Ça dépend quel est l'objectif qu'on poursuit. Si on veut faire nation, non, ça ne marche pas. Faire nation, ça demande beaucoup plus d'efforts que de laisser la main à la main invisible du marché, si j'ose dire. Donc, cette main invisible du marché, à quoi est-ce qu'elle aboutit? Elle aboutit à des situations qu'on rencontre déjà aujourd'hui, c'est-à-dire que
la catégorie d'élèves qui est issue des familles les plus défavorisées ou qui sont installés depuis le moins longtemps en France, qui sont d'origine étrangère, qui connaissent en plus des problèmes d'insertion. Eh bien, cette catégorie-là n'a pas le même droit à l'éducation que les autres. À quoi ça aboutit? Ça aboutit à des parcours scolaires un peu plus chaotiques, qui s'arrêtent un peu plus tôt, qui vont conduire à des métiers qui sont moins rémunérateurs, où on enclenche une spirale négative. Mais les personnes qui s'estiment mal servies par la République sociale et puis son éducation nationale, qui pensent qu'ils n'ont pas eu les mêmes droits que les autres, eh bien, ces personnes, qu'est-ce qu'elles font toute la journée? Qu'est-ce qu'elles pensent? Et surtout, qu'est-ce qu'elles votent? Alors, c'est sur ces mots qu'on va bientôt conclure, quoique on peut conclure que provisoirement sur ce sujet qui est quand même très vaste. Et puis, les attentes des familles sont très, très importantes vis-à-vis de l'éducation en général. Mais si vous n'aviez qu'un mot pour conclure aujourd'hui, ce serait lequel? Sénateur Ouzoulias, on commence par vous. Merci. En un mot, je pense qu'il faut tirer le signal d'alarme, voilà, et faire comprendre que ce qui se joue là est vraiment fondamental, et que si on laisse se défaire l'école publique comme on a laissé se défaire l'hôpital, etc., nous allons, comme l'a dit très justement Rémi, vers des lendemains qui vont pas du tout chanter, parce qu'on sait très bien que malheureusement, notamment les classes moyennes, quand elles ont un sentiment de déclassement, qu'elles ont le sentiment que l'école ne leur permet plus aujourd'hui de pouvoir gravir les échelons sociaux, ces classes sociales moyennes, elles se tournent toujours vers l'extrême et vers l'extrême droite. Et la perte de confiance des classes moyennes, c'est ce qu'a fait l'élection de Trump, et c'est ce qui permettra sans doute demain l'élection de Marine Le Pen. Donc nous en sommes là. Je crois qu'il faut vraiment exprimer la gravité des enjeux autour de l'école républicaine. Merci Pierre Ouzoulias. Rémi-Charles Sirvent, un mot pour terminer cette émission. Je pense qu'on n'aura pas besoin de nous pour séparer les gens, pour séparer les enfants et pour aboutir à l'idée que l'autre est vraiment un autre. Mais je pense que le moment venu, on aura besoin de nous pour les réunir. Merci à tous les deux et merci pour ces mots qui, d'une certaine façon, justifient le travail que nous menons chacun à notre niveau et au niveau des associations dont nous sommes membres. On a parfois l'impression de crier dans le désert, mais bon, on verra bien ce à quoi tout cela va nous mener. Et puis, il n'est pas nécessaire d'espérer prendre, ni même de réussir pour persévérer, je crois. Je vous remercie de vos éclairages, tous les deux. Je remercie également Sébastien Collin pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver tous les numéros de Laïcitad sur l'ensemble des plateformes numériques, ainsi que sur notre site ufal.org. À bientôt à tous. Merci. Merci beaucoup.